Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons Nadia avec nous qui va nous raconter son expérience du procès. Et l'entretien sera réalisé par Valentine et moi-même, Blandine. Allez, on t'écoute, Nadia, présente-toi. Je suis Nadia, je viens de Marseille et j'ai réalisé pendant des années une émission de radio podcastée féministe qui s'appelait La Révolution sera féministe. Voilà. Et tu veux nous raconter ton expérience du procès des violeurs de Gisèle Pellico. Oui. Puisque maintenant tu es aussi une des Amazones d'Avignon. Oui, voilà. On va revenir déjà sur ton histoire. Comment est-ce que tu te définissais en tant que féministe? Comment tu définissais ton rapport au féminisme avant le procès Pellico? Alors avant le procès Pellico, je m'étais déjà engagée depuis de nombreuses années, 8 ans, dans le mouvement féministe, parce que j'avais décidé de réaliser une émission de radio féministe sur Radio Galère à Marseille. Ce que j'ai pu faire en faisant un long chemin, ça n'a pas été facile, et j'ai réalisé cette émission pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on me fasse arrêter l'émission. Cette émission, elle s'appelait comment ? Elle s'appelait « La Révolution sera féministe ». Et elle traitait de quoi précisément ? Elle traitait de tous les sujets féministes possibles, aussi bien de l'actualité, des actualités féministes, des mouvements féministes, des analyses, des extraits de conférences. Enfin voilà, l'idée c'était de faire parler le plus possible toutes les femmes qui menaient un combat féministe et d'examiner un peu tout ça, tous les sujets en fait. Comment est-ce que tu te définissais toi en tant que féministe ? Ça te vient de loin ? Comment était ton rapport au féminisme ? Alors oui, ça vient de loin, mais enfin l'émission, je l'ai réalisée après avoir réalisé une autre émission pour Amnesty International, dans laquelle je n'étais pas libre, j'étais guidée par Amnesty International, et je me suis sentie frustrée, j'ai vu que ça correspondait pas du tout à mon féminisme, que les droits des femmes étaient secondaires, et surtout je n'étais pas d'accord avec les positions d'Amnesty, notamment sur la prostitution. Tu peux préciser ? Eh bien, pour Amnesty, la prostitution est un travail. Et donc, j'étais horrifiée de cette position. Je me suis bien renseignée, je ne pouvais pas y croire, puisque moi, toute jeune, j'avais été dans le mouvement Amnesty. Et j'ai vérifié, j'ai même parlé à la présidente d'Amnesty France en direct, pour être sûre. Je ne pouvais pas croire que c'était la vraie position d'Amnesty France. Et elle m'a dit que oui, c'était la vraie position d'Amnesty France. Et d'Amnesty International, bien sûr. Mais je croyais que la France avait une autre position, naïvement. Et une fois que je l'ai vraiment, vraiment compris, j'ai été très écœurée, mais j'avais déjà compris avant de la rencontrer, en fait. J'étais déjà, même aussi sur l'universalisme, il y avait plein de choses qui m'avaient choquée par rapport au hijab. C'est un féminisme à l'envers, un féminisme qui n'en est pas un, qui prône les piliers du patriarcat, qui prône la liberté de s'opprimer, donc la liberté de porter le hijab, la liberté de soi-disant vendre son corps alors que ce sont les hommes qui achètent le corps des femmes. Et donc tout ça m'avait extrêmement choquée. Et en fait, dans les derniers mois où j'ai tenu cette émission d'Amnesty, j'ai explosé aux dernières émissions d'Amnesty en disant que j'étais pas d'accord. Puis j'ai demandé au sein de la radio d'avoir une émission féministe, puisque c'était vraiment... Enfin, je me suis rendu compte à quel point c'était dans mes tripes et que j'avais besoin de parler vraiment du féminisme, quoi, des droits des femmes, d'une autre façon, à ma façon, enfin, et à la façon, en fait, voilà. Donc tu me demandes de quel féminisme je suis. Eh bien, je me suis reconnue dans le chemin que j'ai dû faire, en fait, pour déjà découvrir ce qui existait en France, parce que moi, j'étais à l'étranger pendant des années, en fait. Donc, je venais de revenir en France, après avoir, bon là, je dis des choses que j'ai jamais dit dans l'émission, je me suis jamais dévoilée, mais
après avoir subi moi-même des violences machistes, des violences masculines, on va dire ça comme ça. J'ai fait tout ce chemin, mais au départ, pour l'émission, je pensais pas du tout à moi, quoi, en fait, pas du tout. C'est en faisant l'émission, justement, que je me suis formée moi-même au mouvement, à la compréhension. Et je me suis reconnue dans le féminisme universaliste, qui était très décrié, donc par le nouveau féminisme, soi-disant féminisme ultralibéral, pro-choix, individualiste. Moi, je me suis reconnue, au contraire, dans le féminisme universaliste, historique, en fait. Et du coup, j'ai rejoint à Marseille les femmes qui représentaient ce mouvement-là. Je me suis reconnue dans l'abolition de la prostitution, qui est un pilier du patriarcat. Et quand j'ai découvert que des féministes existaient dans ce bon sens aussi, là, je les ai rejoints. Et tout en militant, je poursuivais mon chemin moi-même de me former en apprenant, en lisant, en rejoignant des conférences, en rejoignant des féministes, etc. Et au travers de toutes mes lectures et de toutes mes découvertes, je voulais transmettre ce que j'avais moi-même étudié avant d'en parler. J'étudiais énormément pour ensuite en parler. Donc on entend bien, Nadia, que tu as déjà un grand passé de résistante, en fait, féministe, puisque tu as traversé un peu des épreuves. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as entendu parler du procès Pélicaud la première fois et comment ? En fait, c'est grâce à vous que j'en ai entendu parler, c'est sûr et certain. C'est pas moi toute seule, c'est vous, c'est Valentine, d'ailleurs, je crois, toi, qui m'en avez parlé. Ah oui, peut-être. Déjà avant, je pense, parce que vous en parliez déjà bien avant le procès, c'est vrai. Donc je savais que ce procès existait déjà, qu'il allait se passer bien avant. Mais moi j'étais en mode complètement burn-out dépressif, puisque au sein de l'émission on m'a diffamée, puisque j'étais abolitionniste, j'étais très gênante. Et puisque je faisais aussi parler les femmes qui luttent contre l'islamisme, ça plaisait pas du tout, puisque voilà, elles sont censées être assignées à leur religion, alors qu'au contraire, beaucoup de femmes de ces pays se battent pour la liberté de conscience. Donc je faisais parler toutes ces femmes, et ça plaisait pas du tout au sein de la radio. Ensuite, j'étais critique de l'idéologie de genre, et donc là, je vous connaissais déjà, moi, en faisant l'émission. Je vous connaissais à travers le podcast, je connaissais, le podcast Rebelle du genre. Et d'ailleurs, je l'avais toujours dans ma tête, et j'ai pas vraiment eu le temps, d'ailleurs, je pensais t'interviewer, Blandine, sur ce podcast, mais j'ai perdu l'émission avant de pouvoir le faire, mais j'en avais quand même un peu parlé dans l'émission. Donc en fait, je vous connaissais, je connaissais votre existence. Voilà, mais pardon, la question c'est que du coup je savais pour le procès Pélicaud, j'étais en burn-out, le procès a commencé et moi burn-out, donc je me disais non, je suis mal, je suis dégoûtée, je suis déprimée, j'ai vécu trop de choses. Quand on est silencié à l'intérieur du mouvement, c'est tellement douloureux que je pensais ne pas m'en remettre. Et voilà. Donc tu as eu la force en fait de venir avec nous et nous soutenir, parce que tu arrivais, t'étais pas là tout au début, mais tu arrivais en cours du procès, mais tu as été là, tu as été présente et tu as fait des actions difficiles avec nous, enfin des actions quand même assez solides. Alors raconte-nous ces actions, comment tu t'es engagée avec nous et aussi ce que ça t'a fait peut-être. En fait, je me suis dit, c'est vrai, c'est un procès historique, là, j'ai senti que c'était pas possible de passer à côté de ça. Donc déjà, avant de vous rejoindre dans les actions, j'étais venue, au procès, je suis venue 3 fois pour assister au procès. Et bon, en même temps, après, vous m'avez dit que vous faisiez des superbes actions, des AK, des manifestations devant le tribunal. Et ça, je me suis dit, mais c'est génialissime. J'ai vraiment envie de faire ça. Ça me semble vraiment très chouette, très important, et j'étais sûre que ça me ferait du bien. Effectivement, c'était pour le 25 novembre la première fois. Et oui, je crois, non, c'est pas ça. T'étais pas venue le 18 octobre aussi ? Oui, peut-être aussi. Je suis venue plusieurs fois. On s'en fiche. Ouais, en tout cas, voilà. Mais t'es venue aussi sur des collages, oui, je suis venue après au verdict aussi. Donc, je me souviens, t'as collé avec nous la nuit. Oui. Plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois, mais c'était... je pense que ça... C'était novembre et décembre. Ouais, voilà. Et donc, oui, ça m'a énormément reboosté. Ça m'a fait sortir bien, et ça m'a donné envie. Je me suis dit, voilà, enfin, une façon d'être efficace, d'agir ensemble, quoi. Est-ce que tu veux décrire plus particulièrement comment ça se passait en salle d'audience quand tu y allais la première fois, si tu as des choses qui t'ont marqué ? Ouais, ça m'a beaucoup marqué. J'ai écouté des experts psychiatres, des violeurs qui parlaient. Alors, ce qui m'a marqué, justement, c'est là où je me suis dit, c'est affreux, même ici dans ce tribunal, tout le monde semble ignorer qu'on est dans un pays où la loi abolitionniste est passée.
Et je me suis dit, c'est grave, on est dans un tribunal, c'est le droit, et une loi est passée, et personne n'en parle. Tu peux développer ? En fait, tous ces clients étaient, tous ces violeurs étaient clients, pratiquement tous, de porno-prostitution. Et bien sûr, ils s'en cachaient pas, personne le cachait, ils le disaient, les experts aussi, etc. Mais on en parlait toujours comme une sexualité, voilà, comme de la sexualité, comme faisant partie d'une pratique complètement admise de sexualité. Au pire, on pouvait dire qu'ils étaient addicts au sexe. Voilà, j'entendais ça, les experts parler d'addiction au sexe, comme si marchander le corps des femmes, acheter le corps des femmes, c'était comme s'acheter de la drogue. Donc là, j'ai bien compris, ça m'a sauté aux oreilles, que ça posait de problème à personne de comparer une drogue au corps des femmes, quoi, à l'achat de corps des femmes. Il y a personne qui disait, mais au fait, c'est illégal d'acheter. Personne n'a rappelé, leur a rappelé la loi, aucun. Et le fait de ne pas rappeler la loi, notamment de la part des juges, c'est une façon de normaliser l'achat de viol tarifé, en fait. Complètement. Puisque si le juge ne dit rien, je ne sais pas si toi tu l'as entendu, mais moi j'ai entendu, quel routier n'est jamais allé aux putes. Oui. Ouais. Mais ah oui, c'était complètement normalisé pour tout le monde. Et ça contribue à la normalisation de ça. Bien sûr. Quand les hommes de loi ne disent pas, attendez, il y a une loi, à ce moment-là, à quoi sert la loi ? Ah oui, puis pour dans la tête de tout le monde, ça voulait dire aussi que c'était plutôt bien, normal qu'ils soient clients, puisque dans la tête de tout le monde, il y avait aucun souci. Au contraire, même, ça avait l'air dans leur tête de vouloir dire, puisqu'ils peuvent je sais pas comment dire, se soulager, voilà, comme des femmes seraient censées exister pour faire la fonction de vidange, ce qui est vraiment horrible, bien sûr qu'on est contre ça. Eh bien, du coup, voilà, c'est bien, ça aurait dû leur éviter d'aller violer Gisèle. Alors que, en fait, moi, je bouillonnais, puisque je savais que bien au contraire, et à aucun moment personne le disait, il manquait vraiment la parole abolitionniste dans ce tribunal, quoi. Pour les experts, le lien était fait quand même comme une addiction, mais jamais de cause à effet. En fait, c'est ça qui les a encouragés, au contraire, à pouvoir violer Gisèle. Oui, donc tu t'es aperçu tout de suite qu'on était dans la culture du viol au tribunal. Et les seuls qui parlaient de ça, en fait, c'était nous. Donc tu nous as rejoints. À ce moment-là, on était, nous, d'aplomb, puisqu'on voyait les choses et on avait beaucoup de mal à l'exprimer à travers les médias. Tu as fait un petit peu de médias, toi ? Oui. Quelques médias ? Un tout petit peu. Tu as essayé d'en parler, je sais. À un moment. Ou lors d'un collage, il me semble. C'était le 25 novembre aussi, on a fait un haka, là, une manifestation et tout ça. Et aussi, vous avez, vous, je me mets nous aussi, puisque je suis avec vous. Je suis tellement fière, voilà, je vais dire, je suis très fière de vous avoir rejoint, vraiment, vraiment, quoi, du coup, voilà. Et je sais qu'à un moment, il y a une prise de parole où toutes les femmes pouvaient monter sur un escabeau et les femmes pouvaient prendre la parole pour parler du viol, quoi, de ce qu'elles avaient à dire, quoi. Ça, j'ai trouvé ça très très bien. On l'a fait plusieurs fois là, à ce moment-là, 25 novembre, au moment du verdict. Ça, je trouve ça formidable, quoi, que chaque femme puisse, voilà. Et donc il y avait tout ça et il y avait plein de journalistes quand même qui grouillaient autour. Et moi, je pensais pas être capable de parler à un journaliste. Je m'étais pas préparée mentalement à ça. Mais là, j'ai vu des journalistes qui me faisaient signe. Et là, je me suis lancée, en fait. Et ça, c'est bien. Ça m'a redonné l'énergie, l'estime de moi. Et en fait, j'ai focalisé sur ce sujet. Je me suis dit, mais c'est le sujet pilier, en fait, de la culture du viol. Et c'est le moment, puisque d'habitude, j'en parlais devant mon micro pour mon émission. Il y a des gens qui écoutent, mais on peut pas voir leur expression. J'ai pas eu les retours tout de suite sur l'émission. Donc là, j'ai bombardé les journalistes sur ça, sur le porno, la prostitution et le lien. Mais ils ont quand même une écoute sélective. Hein. Il y avait quand même un gros tamis et il y avait des sujets qui passaient pas les grilles du tamis des médias. Hein. Clairement pas. Hein. Ouais, vous n'avez pas envie d'entendre, hein, pas envie de savoir. Pourtant, c'est tellement évident, ce que tu dis très clairement, Nadia, le lien. C'est pas tu vas aller violer des prostituées, ça évitera de violer des vraies femmes. Quelle horreur! Alors que c'est exactement le contraire. C'est quand tu t'entraînes à faire abstraction de ce qu'une femme peut désirer que tu es un violeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour eux, la notion de viol, on voit que ça aussi, ça m'a marqué. Les juges, etc., s'évertuaient à leur faire reconnaître l'intention du viol, puisque là, le viol était clairement prouvé. On pouvait pas dire qu'il n'y avait pas viol. Et pourtant, on était là à vouloir qu'ils le disent, qu'ils le reconnaissent. Et c'était
épuisant d'entendre les violeurs ne pas le dire. C'était obscène pour moi de leur demander leur intention, de leur faire reconnaître ça. Et enfin, je veux dire, c'est un côté obscène en fait. Tout à fait, comme si un homme qui viole une femme pouvait par ailleurs avoir une parole impeccable et ne jamais mentir. Voilà. Et puis en fait, on s'en fout de leur intention. En fait, ils ont violé quoi. Mais le fait est que ils n'arrivaient pas à leur faire reconnaître. Et c'est vrai que moi, je me disais, mais évidemment qu'ils ne peuvent pas savoir ce que c'est, puisque pour eux, les corps des femmes, il suffit de payer et ils en trouvent un tout de suite de corps de femme, n'importe quel corps de femme, le plus jeune possible. Voilà, enfin, je veux dire, n'importe quel corps est à disposition pour eux, puisque le consentement est acheté. Donc, en quoi, là, il y aurait eu une différence? Pour eux, Gisèle, c'était un scénario de porno, et le prix à payer, c'était gratuit, en fait, mais la plupart, dans la cuisine, on a su que, ils étaient prêts à donner de l'argent, et Pellico leur disait de pas payer, mais le prix à payer est qu'ils seraient filmés. Voilà, il y avait bien un prix à payer. Donc, en fait, il y avait quand même un échange. Pour moi, c'était pour beaucoup d'entre eux, c'était encore plus tordu que ça, parce que c'était des hommes qui étaient soit bisexuels, soit gays, et qui venaient pour avoir des relations avec Dominique Pellico, ce qui est leur choix, enfin, c'est zéro problème avec ça, mais que Dominique Pellico exigeait qu'ils aient violé Gisèle avant. Donc là, on a une sorte de droit de... Enfin, je sais même pas comment on peut appeler ça, tellement c'est pervers. Et puis, je pense qu'en échange aussi, il me semble bien que Pellico leur promettait d'envoyer les vidéos comme souvenir. Ce qu'il ne faisait pas. Voilà, ce qu'il ne faisait pas. Voilà. Est-ce que tu as participé à d'autres actions? Tu es allé au tribunal, tu as parlé des prises de parole? Il y a eu aussi la banderole qu'on a cousue chez toi aussi. On a cousu, 20 ans pour chacun. Voilà, ça j'ai adoré aussi. Donc c'était juste avant le verdict. Bon tout le monde a pu voir cette banderole, 20 ans pour chacun. Malheureusement, c'est pas évidemment pas du tout ce qui s'est passé. T'étais montée sur les remparts? Oui, j'avais tenu l'échelle. J'étais tellement fière. Vraiment. C'est vrai qu'il y avait toute une série, puisqu'il fallait monter d'abord une première échelle, donc on montait toutes au premier niveau, donc il fallait des femmes qui tiennent l'échelle, et ensuite il fallait tenir l'échelle sur le premier niveau pour atteindre le deuxième niveau, parce que c'était quand même excessivement dangereux, et donc toi, tu as tenu l'échelle. Voilà, et moi j'étais très très fière de participer à ça, ouais. Alors justement, avec le recul maintenant, quand tu repenses au procès, quand tu repenses à cette période, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens du positif et du négatif, et quoi? Je ressens quand même aussi du positif, c'est vrai, ça a été très très douloureux, mais de le vivre avec vous, ça change tout, c'est vrai. Et puis ce qui est positif, c'est quand même que ça a marqué quand même, je pense, cette histoire. Je pense que beaucoup de personnes, on a vu aussi beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout dans le mouvement féministe, qui étaient arrivées pour écouter, et je pense que ça a pu changer leur vie. Il y a beaucoup de personnes, je pense que ça a pu faire évoluer quand même. Et puis bon, il y a eu la presse du monde entier, c'est pas rien quand même. Je pense qu'il y aura un après. Quand même, la levée du huis clos a permis aux gens de réaliser comment fonctionnait la justice. Et dans le côté négatif, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées en toi? Est-ce que tu ressens des séquelles, par exemple, de cette période, ou non, ça va, c'est passé? Non. Ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment plutôt positif. Ça a plutôt été, en fait, quelque chose qui t'a aidé à guérir. Oui, moi, oui. Oui, voilà, de vous trouver, effectivement, après, je pense que tu vas m'en parler. Oui, parce que le sujet maintenant qu'on peut aborder ensemble, ce serait la question de la sororité. Pour toi, qu'est-ce que c'est la sororité? Je dirais en théorie, mais aussi en pratique. Écoute, oui, moi, la sororité, j'en avais déjà bien entendu parler, au cours de mon parcours et de mes émissions. Mais ça me semblait un peu théorique, parce que, jusqu'à maintenant, dans ce que j'avais vécu de la militance, j'avais trouvé ça très dur, pas drôle, et beaucoup de petites batailles d'ego. C'était très dur entre féministes, entre militantes, pas chaleureux. Et moi, je recherchais toujours ça. Je leur demandais pourquoi, et on me répondait c'est normal, c'est pas marrant, etc. Bon, voilà. Et là, par contre, je trouve qu'au sein des Amazones, moi, j'ai trouvé vraiment autre chose. Je trouve que c'est très important
pas juste lutter, mais d'être ensemble, quoi, de s'écouter, de s'entraider, de faire un chemin ensemble, je sais pas moi, de lire des choses ensemble, en parler, de voir l'interaction entre nos vies, la vie de toutes les femmes, enfin voilà, et ça change tout en fait. Quand on est isolé, quand la violence patriarcale, elle est monstrueuse, quoi. Mais quand on est plus isolé, qu'on trouve d'autres femmes qui partagent les mêmes valeurs, et pour moi, ça donne le goût de lutter, la force de lutter. Oui, parce que Nadia, maintenant, elle fait partie des Amazones d'Avignon, même si c'est à Marseille. Et elle est venue, là, récemment, pour 2 autres actions qu'on a fait, là, tout récemment. Il y a 3 même. 3 même, oui, c'est vrai, 3. Et donc, des actions un peu costauds. Vas-y, raconte. Vas-y, raconte, oui. Bon, alors la dernière qui m'a marquée, c'était au Mont Ventoux. Donc, hyper impressionnant, hyper badass. Donc, on est allé jusqu'au sommet pendant une nuit, et puis avec de la peinture et du spray et tout ça, on a peint toutes les noms des femmes qui ont subi des féminicides 2025, tout 2024 et un peu 2023, en leur rendant feumage, pour pas dire hommage, 170 avec leurs silhouettes, pour que le monde entier, parce que le Tour de France est très très suivi, donc ça devrait avoir un impact. Est-ce que tu as envie de dire autre chose? Au moment du verdict, 20 décembre, chaque femme qui voulait pouvait parler. Et moi, j'ai pris la parole pour relayer un article de Geneviève Duché, ex-présidente de l'Amicale du Nid, que je trouvais très 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 pertinent à propos du procès Mazan. Donc là, je vous le redis, ce qui m'a semblé vraiment très pertinent. Donc elle disait que pendant le procès de Gisèle Pelicot, elle avait assisté à un autre procès d'un homme, un mari proxénète, qui prostituait sa femme dans un camion pendant 6 ans, à raison de 30 passes par nuit. Il obligeait sa fille aussi donc à assister à ça. Donc voilà, ça fait 2 vies de femmes détruites. Et ce qui s'est passé, c'est que le mari n'a écopé que de quelques années de prison, 3 dont du sursis. Et puis les clients, rien du tout. Donc elle demandait de réfléchir à cela, de réfléchir aux peines des prostitueurs qui sont vraiment bien trop ridicules, qui ne sont pas du tout à la mesure du viol que cela représente. Et donc elle disait aussi que elle rappelait l'abolition, ce que c'est, etc. Et donc à la fin, c'était pour expliquer que la prostitution, c'est du viol tarifé, et que ça serait bien que dans la loi, on aille jusqu'au bout pour le reconnaître, puisque le consentement est acheté par les hommes, mais ce consentement est fait de violences physiques, psychologiques, économiques, etc., où sont les femmes les plus vulnérables qui sont payées, dont on achète le consentement, mais dans la rue, comme ça, on peut croire qu'elles sont consentantes, alors qu'on sait très bien que non. Et du coup, elle disait qu'il faudrait rajouter dans la loi, le viol, c'est un acte sexuel subi par contrainte, violence, menace ou surprise. Et là, le problème, c'est que pour qu'on puisse faire rentrer la prostitution comme ce qu'il est, c'est-à-dire un viol tarifé, il faudrait que dans la contrainte, on reconnaisse la contrainte économique. Voilà. Et ça, je trouve que ça serait vraiment d'aller jusqu'au bout. Ce qui semble logique et évident. Oui, mais... c'est évident que pour nous, c'est une contrainte économique. Comment n'est-elle pas une contrainte, hein? Tout le monde le sait, la violence économique, je veux dire, voilà. C'est vrai qu'on est quand même globalement déchus des faibles peines auxquelles ont été condamnés les violeurs de Gisèle Pelicot. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, des hommes qui prostituent des filles de 12 ans n'ont quasiment aucune peine, c'est ça. Voilà. Ça pose question en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Voilà. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles nous, les Amazones d'Avignon, on est silenciés, clairement. Bien sûr. On est invisibilisés énormément, et c'est aussi la raison du podcast. Bien sûr. Notamment par toutes les personnes qui, aujourd'hui, magiquement, prétendent avoir été présentes au tribunal, mais on les a jamais vues. Bizarre, quand même. On leur donne la parole à elles parce qu'elles ne remettent pas en cause ça. Il n'y a pas cette cohérence de la pensée. Bien sûr. Que nous, on a, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout, quoi. Bien sûr. Sans cela, on ne peut pas lutter contre la culture du viol. Ça ne sert à rien. Une dernière phrase ? Merci. Merci à toutes les femmes et à vous, voilà. Merci à toi, Nadia. Elle fait des choses formidables avec nous. Maintenant, elle vient de Marseille exprès, quand elle prend le train. Encore une des Amazones d'Avignon qui n'habite pas à Avignon. Merci, Nadia. Merci. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.